Le fantastique, c'est l'évidence, et l'insolite, c'est la présence. C'est un défaut de construction, comme disait le père Valéry. Toute émotion est un défaut de construction. Et ce qu'on aperçoit dans l'insolite, c'est une manifestation, c'est le défaut de construction d'une manifestation. C'est très impalpable. Je vous dis l'insolite, par exemple, dans Je reprends Judex, c'est le moment où il a son truc. C'est l'insolite parce qu'il y a une interrogation. L'insolite angoisse. Mais est-ce le que fantastique peut effrayer, l'insolite n'effraie jamais. Mais ce qui n'existe, mais l'insolite est insaisissable. L'insolite se révèle. Voilà, c'est ça, c'est un but l'insolite, c'est de décaper. L'insolite se révèle alors que le fantastique se fabrique. Je peux faire un film fantastique, je ne peux pas faire un film insolite. Mais est-ce que l'insolite... Je m'aperçois que ça l'est quand je le tourne. Joey, tu aimes les films sur les gladiateurs? Cinéma! Cinéma! Il y a pire que le cinéma, vous savez. N'écrirez rien sur ce film, c'est une merde! Ah, quel putain de bon film! Ce mec est un génie! Parfois, il est intéressant de voir jusqu'à quel point un scénario peut être mauvais. Les passages que j'aime pas, je vais les couper. Sais-tu seulement ce qu'il faut faire pour être addict? Ça sont de moi, c'est pas le gros noir. C'est une surprise pour les spectateurs, ils seront collés au fauteuil. On est majeur et vacciné. J'en prendrai pour $1. I've got an idea. Let's go outside. Vive le cinéma! Bonjour, bienvenue dans On n'est pas des Lumières, l'émission cinéphile qui s'écoute les yeux fermés, paupières relâchées, le souffle suspendu en cette 213e ultime journée de plongée dans l'obscurité pour les salles, désormais vouée aux auspices allègres d'une rutilante et réjouissante actualité dont nous, modestes porte-flambeaux, veillons à maintenir éclairé jusqu'au bout du tunnel. Un long sas d'isolement avec son lot de bizarreries qui, souhaitons-le, est incité l'inspiration d'auteurs via les prismes incandescents de l'étrange et de l'insolite. Deux allures de cinéma que nous aimerions voir irradier les écrans à l'avenir. Amen. Car oui, dans cet épisode, il sera bien entendu question de fantastique, de science-fiction et d'horreur. Autant de films relevant de la désignation d'un cinéma minoritaire mais souvent culte, le cinéma dit de genre. Une appellation teintée de multiples paradoxes, tant il s'agit de faire reconnaître au public l'excentricité d'imaginaire quand celui-ci se résigne à sa zone de confort. Un cinéma maintenu dans une inextricable contradiction, poussant les cinéastes talentueux à l'exil hollywoodien ou à la recherche de financements alternatifs. Bref, un cinéma marginal qui, pour reprendre l'expression galvaudée mais toujours d'actualité de Godard, une marge qui tient la page. Bonjour les amis, comme Godard, on va nous aussi enfoncer des portes ouvertes. Et pour cela, je suis en compagnie de Sylvain. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut, donc toujours gérant du Tianoc. Toujours, oui, malgré ces 7 mois de fermeture, ouais. Toujours fidèle au poste. Euphorique avant la rentrée. Ah bah ouais, la grosse patate. T'as prévu ton petit cartable? C'est bon, j'ai ma trousse, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis prêt. Bon. En tout cas, voilà, t'es un des piliers de l'émission et nous sommes rejoints par Arnaud. Ouais, salut, bonjour à tous. Voilà, toi t'as vu la lumière, t'es rentré? Ouais, en fait là j'étais confiné non essentiel aussi et je me suis dit bon bah je vais m'occuper un peu. Non, je suis cinéphile donc je suis content d'être là. Voilà, donc en fait on peut t'appeler aussi bien pour parler de Michael Bay que de Bergman. Carrément. C'est ça. Et même des gens mieux que Bay, mais oui. Ok, donc on n'est pas des Lumières, c'est parti, c'est maintenant. C'est ça. Je vois pas quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. On va parler un petit peu de cinéma de genre, mais avant tout, il est quand même important d'aborder une thématique, un sujet qui est d'actualité, à savoir la réouverture des salles, et surtout, donc, quels sont les films que nous allons voir à partir de demain mercredi, puisque nous enregistrerons mardi. Voilà, donc on va donner la part belle aux films qui ont été stoppés dans leur élan à la fermeture en octobre, à savoir Adieu les cons, ADN, Drunk notamment. On va aussi mettre à l'honneur en fait des films qui ont été césarisés, donc en plus d'Adieu les cons qui a reçu 7 Césars, dont celui du meilleur film, il y aura également à l'affiche Antoinette, qu'on ressort du placard avec son César de la meilleure actrice, 2 qui a eu reçu le César du meilleur premier film, Joseph également, donc meilleur long métrage d'animation, et donc Drunk, je le citais, meilleur long métrage étranger. Donc voilà, donc l'idée c'est de reprendre ces films qui ont été complètement stoppés dans leur élan, et des beaux élans en ce qui concerne Adieu les cons, qui a quand même réuni 700 000 entrées en l'espace de 10 jours. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu le hit de la reprise, donc il y a une grosse attente
attentes autour du film. Donc on a bon espoir voilà, que le public se réunisse notamment autour de ce film-là. Et puis à côté de ces films de reprise, on aura aussi évidemment quelques nouveautés, parmi lesquelles on va retrouver Envole-moi, Demon Slayer, donc le film d'animation qui est très très attendu. Grosse attente, ouais, grosse pour Demon attente. Slayer, ouais. Et puis Le Dernier Voyage, Dernier Voyage, donc qui est un film de science-fiction français, qui donc est distribué par Tandem, donc un tout jeune distributeur qui s'est créé l'année dernière et qui pour le coup distribue son premier film avec Ce Dernier Voyage qui espérons-le pour eux, ne sera que le premier voyage d'une longue aventure. Disons-le, on va avoir la chance dans cette émission d'accueillir la responsable de la programmation de la société de production, de distribution Tandem, Mirana, donc qui nous rejoindra en audio conférence sur notre planète au cours de l'émission. Concernant donc les attentes sur le public, est-ce que le public, on estime que le public viendra nombreux malgré la réduction des jauges. On l'espère. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura certainement un gros appétit à la reprise sur le premier jour, la première semaine. On imagine que les gens ont faim de cinéma et ils vont vouloir s'abreuver de toiles, même si, effectivement, tu l'as dit, il y a des restrictions qui sont à l'œuvre. Malgré tout, je pense que le public sera au rendez-vous, du moins je l'espère. Après, on va voir sur la durée ce que ça donne. On sait très bien que le mois de mai et juin, c'est pas les mois les plus forts au niveau ciné. En termes de fréquentation, ça, on va être dépendant de plusieurs facteurs, notamment la météo évidemment, l'offre de films. Il y a quand même quelques films porteurs qui sortent. Le 26, on peut nommer The Phaser, dont on avait évoqué dans l'émission sur les Oscars, qu'on vous invite à réécouter. On a également Nomadland qui est prévu le 9 juin, donc film qui a remporté l'Oscar du meilleur film. Donc il y a quand même une offre qui est intéressante. Il y a la levée des restrictions quand même, une partie des levées des restrictions à partir du 9 juin. On va dire qu'on a 3 semaines un peu compliquées à négocier, 3 semaines qui viennent, mais après, on peut imaginer quand même que le public sera là. Et puis, grosse différence par rapport à l'année dernière, cette fois-ci, on va pouvoir compter sur les films américains, notamment à partir de cet été, où là, on va retrouver les Marvel, les blockbusters de l'été. Voilà, donc il y a une grosse offre. Le Marvel de cet été, c'est quoi, Black Widow? Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a l'équivalent de 450 films qui sont en attente, un casse-tête pour les distributeurs, mais une aubaine pour les cinéphiles, pour nous exploitants, puisque on va avoir pléthore de choix, contrairement à l'année dernière où c'était un petit peu la pénurie. Là, ça va être l'embarras du choix, alors que l'année dernière c'était le débarras du choix, quoi. C'était un peu ça, c'est une belle formule. Donc voilà, je pense que il y aura matière à contenter tous les cinéphiles sur cette période qui vient. En tout cas, nous on sera là. Et on encourage le public évidemment à se jeter en masse, surtout qu'il y aura la levée de bouclier de 19h qui va passer à 21h à partir du 9 juin. Donc là il n'y aura plus d'excuses, les cinémas pourront tourner sur des séances normales. Voilà, c'est ça. Ok. Merci beaucoup Sylvain, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça. Non, c'est tout pour moi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite pause musicale avant d'entamer notre dossier, et puis on se retrouve tout de suite. Brasseur me dit un jour, voilà, on me propose de faire un film dans lequel je suis un chirurgien qui est un ivrogne, il y a eu un accident de voiture, sa fille est défigurée. Et alors il fait enlever par un assistant qui est un malade mental des filles que j'opère pour refaire le visage de ma fille, et ça rate tout le temps. Je sais pas pourquoi, je dis ça rate, c'est comme ça. Et alors je suis emmerdé parce que je suis un ivrogne là-dedans, tu comprends. Alors moi en ivrogne, ça me plaît pas tellement. Et puis alors j'ai un assistant qui, quand les filles sont mortes, il viole les cadavres. Non, alors je voudrais bien que tu fasses ça, toi, parce qu'avec toi, moi, je suis tranquille, je sais jusqu'où ça pourrait aller, bon. Alors quand j'ai lu ça, j'ai changé tout ça. Évidemment, j'ai fait appel à Boileau et Larsejac. Il n'y a plus d'assistant, il y a eu une assistante qui ne violait pas du tout les cadavres, et Brasseur n'était pas un ivrogne. Enfin, ça a commencé comme ça, les modifications. Mais c'est par Brasseur que j'ai été amené à faire celui-là. Les Redon étaient déjà sur le coup.
Ah ben c'était Redon qui était sur le coup, pas moi. Ah, c'est Redon qui m'avait C'est Jean Redon qui avait parlé du sujet à Borcon. Borcon l'avait parlé à Brasseur, et Brasseur m'en avait parlé à moi, puisqu'il tournait avec moi la tête contre les murs. Mais c'était l'époque où tout s'enchaînait bien, parce que quand on avait un projet, il se faisait. Maintenant, on peut en avoir 10, ils se font pas. Il y a quelque chose qui bute. Quoi? Les producteurs d'abord, parce que Borcon est un producteur qui existait. Maintenant, les producteurs se mettent à 4 ou 5, ils veulent tous être délégués et sans prendre de responsabilité. Puis on se rabat sur les distributeurs qui sont de moins en moins nombreux. Ah, c'est très compliqué. Les miroirs, mais il y a les vitres qui me reflètent. Quand la fenêtre est ouverte, il y a tout ce qui brille. La lame des couteaux, le bois verni. Ma tête me fait peur. Mon masque me fait plus peur encore. Voilà, de retour dans On n'est pas des Lumières. Donc après cette pause musicale des yeux sans visage introduit par Georges Franju justement. Ouais. C'est un film que j'aime beaucoup. Donc une musique de Maurice Jarre qui a fait pas mal de choses. Hein. Il a même une carrière internationale. Il avait fait Laurence d'Arabie et pas mal de choses pour les plus connus. On va ouvrir notre petit dossier. Vous avez friévreux de frissons. Alors, donc on va aborder donc notre partie cinéma de genre en France. Ouais. Donc finalement une appellation qui mériterait qu'on la redéfinisse parce que qu'est-ce qu'on met derrière cinéma de genre en France? Alors il y a plusieurs définitions en fonction de toutes les personnes qu'on interroge. Alors vous, tiens Arnaud, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que dit Wikipédia par exemple? Voilà, ouais, je devrais faire à Internet histoire de alors non mais pour toi, alors ce serait quoi le cinéma de genre? C'est le cinéma un peu marginal. En fait, ça dépend des pays où les produits. Évidemment, moi, je pense aux films d'horreur, films d'épouvante, films fantastiques, science-fiction, western, films basés essentiellement sur l'action, films d'arts martiaux. Savoir que pour moi, en France, pourquoi c'est considéré comme du film de genre, parce qu'en fait, on a que de la comédie et du film d'auteur, et du coup, tout ce qui est marginal, c'est tout le reste en fait. Ouais. Si c'était l'inverse, si en France on produisait énormément de films fantastiques, ça serait faire du film de genre que de faire du film d'auteur. Voilà comment moi je définis ça. Donc ça dépend des pays. Par exemple, aux États-Unis, faire un film de super-héros, c'est pas un film de genre. Parce qu'il y a que ça, enfin il y a essentiellement ça, et c'est plutôt faire du film un peu d'auteur qui est du film de genre. Bah c'est ça, c'est tout ce paradoxe justement à vouloir faire reconnaître au public le genre, mais à partir du moment où le genre sera noyé dans une masse et devient en fait la normalité, bah la notion s'annule quoi. Ouais. On pourrait presque parler de film de niche d'une certaine manière. Alors Wikipédia donc. Ah ouais, t'es sérieux Ah bah oui. Allons-y alors. J'ai mes sources. Wiki Sylvain. Alors donc le terme de cinéma de genre désigne un type de film rattaché à un genre cinématographique. Oh là précis. bah ouais. Ils se mouillent, ils prennent des risques les ça. mecs. Bah oui. Et il est souvent synonyme de cinéma de divertissement. Le terme peut également être associé aux notions de série B, voire de cinéma d'exploitation. Voilà, ouais. Mais il n'est pas non plus incompatible avec celle de cinéma d'auteur, lorsque des cinéastes s'épanouissent dans un genre particulier ou en transcendent les conventions. En France, à l'heure actuelle, il est directement associé à l'horreur ou à l'étrange, des films plutôt rares et souvent difficiles à produire dans l'Hexagone, loin du cinéma grand public. Voilà. Bah oui, en fait, à partir du moment où il y a expérimentation, vision d'auteur, on est rangé dans un cinéma de genre, quel que soit finalement le genre. Mais finalement, c'est une appellation qui veut pas dire grand-chose parce que tout n'est que genre, quoi. Ouais, voilà. Tout n'est que réappropriation, voilà. C'est une comédie, alors, pas pour tout le monde, parce qu'il y a aussi la définition du CNC, en tout cas lui tel qu'il l'envisage pour financer les films. On en reviendra un petit peu plus tard sur les financements, mais selon le CNC, alors là, il met en place des appels à projets qui consistent en fait à récupérer des projets, mais sur un genre bien précis. Alors, et donc lui, c'est tous les ans, tu as un nouveau genre. Je crois que c'était la comédie musicale. Enfin, ça fait que 3 ans qu'ils ont lancé cet appel à projet-là. Il y a eu la comédie musicale, donc ils considèrent la comédie musicale comme du cinéma de genre, comédie et comédie musicale. Avant, c'était thriller et polar.
Et sinon, évidemment, fantastique, anticipation, SF, quoi. Donc, pour eux, c'est ça. Et donc, en fait, quand ils récupèrent les projets, c'est forcément des écritures des auteurs qui leur soumettent ça. Donc là, on a les 2 cases qui sont remplies. Mais bon, effectivement, action, western, historique, voilà, tout ce qui est même drame, un peu chiant, quoi. Ça peut être considéré comme tel, ou alors aussi une croisée des genres. Tu peux avoir très bien un western avec sur fond une comédie western, quoi. Ou alors un western d'horreur. Blueberry est fantastique. Ouais, alors hyper expérimental aussi, quoi. Mais à partir du moment où il y a expérience, on peut le mettre dedans, quoi. Et comme tu disais, alors la définition du Wikipédia est pas mal, parce qu'en fait le cinéma de genre, c'est les héritiers du cinéma d'exploitation, un cinéma sans trop de sous, et c'est il y a une période en fait aux États-Unis, je sais pas si vous connaissez la période pré-code. C'est-à-dire que c'était une période alors pré-Code-Eyes. Le Code-Eyes, c'est un code de morale, un code de censure en fait, tout simplement, qui était appliqué à tous les films de 33 à la fin des années 50, début 60. Enfin, il a été épuisé après, mais théoriquement jusqu'à la fin des 60. Et c'était un cinéma de la nudité, de l'exhibition, de la prostitution, de l'acte drôle, de l'alcool, gros lâchage. Qui correspondait aussi avec la période juste avant la Grande Dépression, quoi. Donc là où c'était grande liberté, et donc il y a eu plein de séries B qui ont été produites pendant cette période-là, avec justement une dimension d'auteur. Donc ça, c'est ce qui a donné envie. Mais il faut pas oublier que le premier film de genre il est français. Oui. Et vous le savez. Cocorico. 1902, Voyage sur la Lune, évidemment, ouais. Et alors voilà, donc en gros, cinéma de genre, on bouscule, on fait peur, on transgresse, et là aujourd'hui on en est à quelque chose où on investit donc des codes de genre, on raconte quelque chose, et souvent aussi un sujet de société. Et je pense plus par exemple au Japon. T'auras le Kaiju Eiga, tu sais, le film de monstre en fait, qui a pris naissance avec Godzilla. Godzilla, lui, qui incarnait la catastrophe nucléaire, la revanche écologique. Donc via un genre, donc l'invention d'un genre, on réussit en fait à dire des choses de la société. Donc c'est aussi c'est ça la valeur transgressive, c'est aussi la valeur de dénonciation du monde dans lequel on vit, quoi. Donc évidemment Cocorico pour Méliès, ça c'était en 1902. Et après, qu'est-ce qui s'est passé en France? Voilà, si on veut resserrer un petit peu le spectre sur le genre en France, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pas passé grand-chose. Non, il s'est pas passé grand-chose. Genre pas grand-chose. Donc, alors, ce qui est curieux, c'est qu'il y a quand même eu des grands classiques. Alors, il y a eu, par exemple, La Belle et la Bête de Cocteau. C'était en 46, pardon. Il y a eu Les Yeux sans visage de Franju, justement, dont on parlait tout à l'heure, il y a eu plein d'exemples, en fait, comme ça, qui ont donné naissance derrière à des remakes, donc, qui ont quand même eu une influence. Les Yeux sans visage, ça avait été repris par Almodovar avec La Piel Habito. La Jetée de Chris Marker en 62, là c'était Les 12 singes. Alors que ce soit le film original ou alors le remake, à chaque fois c'est des films qui ont cartonné aussi, quoi. Et suite à ça, il y a même la nouvelle vague, elle avec Godard et Truffaut, ils s'y sont mis. Godard, lui, il avait fait Alphaville 65, et Fahrenheit 451 de Truffaut, qui était l'adaptation du roman de Bradbury, qui sont toutes les deux des dystopies SF dans un monde futuriste. Donc on avait déjà ça en nous, mais c'est hyper disparate, et c'est hyper il y a jamais de continuité à ça, en fait, quoi. Après, donc on est arrivé dans les années 80. Moi, j'ai redécouvert Le Prix du danger d'Yves Boisset, justement. Donc là où c'était les prémices c'était le film original qui a donné naissance à Running Man. Donc Running Man encore, qui était le remake, mais alors qui tournait plus autour de Schwarzenegger, alors que le film d'Yves Boisset, ça tournait plus sur une question politique et les dérives de la télévision, vraiment, et où c'était vraiment l'émission qui était au centre du film plutôt que Schwarzenegger. Mais voilà, comme quoi la France a été modèle d'exemple pour des productions américaines, c'est pas toujours l'inverse. Et même niveau littérature, tu vois, le livre de Boulle, Pierre Boulle. C'était à la base, c'était La Planète des singes, voilà. Donc c'est ce film de SF qui est quand même qui a été quand même influent. Et puis même aujourd'hui, on a Damasio, des mecs comme ça. Donc on a des gens qui savent écrire de la science-fiction. Alors si je reste dans le spectre de la science-fiction, mais on a des gens qui quand même savent écrire du genre. Et curieusement, ça prend pas. Donc on va essayer de s'interroger pourquoi. Mais pourquoi? Je vous le demande.
Et puis alors, qu'est-ce qui se passait à côté au même moment? Donc chez nous, il y a beaucoup de classiques, mais quand tu regardes en Italie, eux, ils ont eu leur âge d'or aussi avec le giallo dans les années 60. Des mecs comme Dario Argento, Mario Bava. Alors, c'est important parce que le giallo lui-même est issu en fait d'un seul film. Et devinez lequel? Est-ce que vous avez une idée de quel film les giallos prennent leur essence? Non. Un film qu'on ressort quasiment à chaque fois dès qu'il a une influence quelque part, c'est Psychose. En fait, le voyeurisme, les gants, enfin pas les gants, mais les armes blanches, l'assassinat de femmes, la nudité, tout ça, tout était déjà dans Psychose. Psychose qui était également un film de genre, quoi. Donc voyeurisme, sexe, gants, armes blanches, tout ça. En parallèle, il y a eu l'Espagne aussi qui était friande de genre. Il y a eu des films comme Les Révoltés de l'an 2000. Mais même bien avant, dans les années 20, il y avait Buñuel aussi, lui qui avait quasiment théorisé avec le chien andalou, vous savez, cette fameuse scène de l'œil qui est fondue avec la lune et qui est rasée, qui est coupée au rasoir, qui en a traumatisé plus d'un, notamment Gaspard Noé. Buñuel, lui, il avait quasiment théorisé le truc en disant, moi je filme les scènes extraordinaires, je les filme de manière banale. Et les manières banales, c'est elles que je vais filmer de manière extraordinaire. Et c'est là où il va aller chercher l'insolite et tout ça. Et ça, mine de rien, c'est une phrase qui a tenu en fait sur le chevet de plein de scénaristes de genre. Et je trouve que je sais pas s'il a voulu théoriser à ce moment-là, mais en tout cas, je trouve que ça résume bien ce que le genre doit être en tout cas, quoi. Et puis aux États-Unis, voilà, il y a eu Massacre à la tronçonneuse, La Nuit des Morts Vivants, tout ça. C'était à la base des films qui ont été faits avec 3 francs 6 sous, des films d'exploitation et qui ont eu un succès retentissant, quoi. Après, il y a eu, donc on est toujours en France. Il y a eu quelques films en fait qui ont donné l'idée à un mouvement qui a suivi. Et en fait, au début des années 2000, il y a eu une série de films comme Baise-moi de Despentes, Trouble Every Day de Claire Denis, et même les films de Gaspard Noé au début avec Carne, enfin surtout Carne, qui avait donné l'idée à Manuel Alduy. Alors Manuel Alduy, je sais pas si vous savez qui c'est. C'était le directeur de cinéma de Canal à l'époque. D'accord. Et il avait c'était des films en fait qui avaient été hyper dénoncés, enfin qui avaient été hyper mal reçus par toute une vague de conservateurs un peu vite effarouchés. Et il y avait 3 principales prismes de dénonciation. C'était la décadence, la violence bestiale et la psychose troublante. Et donc en fait, ça, c'était les gros points de dénonciation. Et Emmanuel Alduy, il s'est dit, mais attends, mais il y a quand même un truc à faire là-dessus. Et donc, c'est de là qu'est née la French Fryer, justement, qui, elle, a eu lieu, en fait, entre 2005 et 2010, où il y a eu à peu près 20 films de produits. Alors là, je vais les citer en vrac, mais on voit à peu près cette période. Ça a été initié beaucoup avec Alexandre Aja, avec Haute Tension, mais il y a eu Frontières de Xavier Jans, Chétan de Kim Chapiron, Martyr avec Pascal Laugier aussi, qu'on a traumatisé plus d'un. Et tout ça, malheureusement, d'ailleurs Martyr, là qui a aujourd'hui jouit d'une aura assez culte, il y a eu un remake étranger par contre qui s'est complètement Martyr. Et alors Pascal Laugier, il avait même pas été au courant, il avait même pas dit qu'ils allaient faire un remake et tout. Et vous avez acheté les droits de... Je sais même pas comment ça s'était passé dans les fonds, mais et il l'avait prévenu qu'une fois que la production était lancée, le film s'est planté, quoi. Mais si ça avait marché, Laugier, il aurait rien eu, quoi. Donc c'est marrant de voir de quelle manière aussi on peut se rapproprier des œuvres. Et donc et puis le problème c'est que la French Fryer, ça n'avait pas rencontré le succès critique, ça n'avait pas non plus rencontré le succès public. Donc fin de la passe pour ça. Et malgré aussi des films, alors c'est venu bien plus tard, mais il y avait d'autres personnes comme Christophe Gans, lui qui a dû fuir aux États-Unis, mais qui avait fait un film Le Pacte des loups. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc c'est un film que j'aime bien. C'était 2001 le Pacte des loups. Donc là, on était vraiment sur un âge d'or parce qu'effectivement, les années 2000, on a quand même enchaîné entre le Pacte des loups 2001. Il y avait aussi Calvaire 2005.
Donc Renaissance, film de Christian Volkmann aussi, 2006. Donc voilà, on était vraiment sur un nouvel âge d'or un peu du cinéma français. Je rebondis un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a aussi quelqu'un qui a joué beaucoup dans cette redécouverte du cinéma de genre, c'est Jean-Pierre Dionnet, avec son émission Quartier Interdit, donc il a animé sur Canal+ entre 98 et 2002. Et il y présentait des films gore, bizarres. Cinéma de quartier, non? Cinéma de quartier? Ah, peut-être, ouais. Tu me mets le doute. Non, cinéma de quartier, ouais. D'accord. Et du coup, voilà, ça coïncide un petit peu avec cette période, de redécouverte, de découverte de nouveaux réalisateurs. C'était pour la grande majorité leur premier film. Enfin, voilà, c'était. Ouais. Bah, il a fait un gros travail de défrichage qui avait déjà aussi commencé à l'époque de Métal Hurlant, où il était rédacteur en chef. Je crois que c'était en 75, Métal Hurlant, où là l'impact que ce soit Mobius ou là on est plus sur des illustrateurs et des personnes qui ont fait de la BD, mais mine de rien dans l'inconscient collectif, ça a nourri en fait toute la dimension. La dimension fantastique à SF, en fait, elle est puisée, l'inspiration, elle est puisée aussi de cette revue, mais pas qu'en France, quoi. Des films comme Alien et tout ça, c'est les héritiers directs de revues que certains pionniers, en fait, ont mis en avant, comme Dionnet, effectivement, c'est une figure incontournable et qui fait encore des choses aujourd'hui, hein. Tu peux. Ouais. Et c'est des passeurs, quoi. Ils ont fait un gros travail de. Mais moi, quelqu'un qui a été important, je parlais de Christophe Gans tout à l'heure, mais il y a aussi Nicolas Boukrieff, que j'aime bien, à l'époque de la revue Starfix, qui n'existe plus. Si, je sais même pas. Non, c'est fini ça. Ouais. En tout cas, c'était plus dans les années 90, mais Boukrieff, pareil, il avait toujours un regard et un amour pour ce cinéma-là. Et après, lui, dans ses réalisations, Le Convoyeur, notamment, avec Dupontel et Jean Dujardin, qu'un film que j'aime bien et qui sort des sentiers, quoi. Ouais. Il a fait un autre truc sur le terrorisme, je sais plus ce que c'était, ça. J'étais passé à côté, c'était quoi? Juste avant les attentats, en fait, il avait... C'était quoi? Bon, je retrouverai pas, mais c'est pas grave. Mais... Là, je vois pas, ouais. Mais en fait, alors, tout à l'heure, on se disait... pourquoi en fait ça éclot pas davantage? C'est ça quoi? Un problème de financement, un problème de soutien, un problème de... Est-ce que ce serait pas un problème de prise de risque, puisque on sait que c'est quand même ça dépend lesquels, mais si on prend le genre de la science-fiction par exemple, c'est des genres qui coûtent beaucoup d'argent et avec des rentabilités derrière qui sont pas forcément garanties. Avec des aides, c'est des films qui ont besoin d'aide en fait, plus que n'importe quel autre film finalement. C'est des films qui ont besoin de soutien rien que pour leurs effets spéciaux, quoi. Ouais, parce que le savoir-faire il est là, on voit bien, il y a plein de cinéastes qui s'exportent d'ailleurs aux États-Unis, Alexandre Aja notamment, et donc c'est vraiment pas un problème de compétences, on a de très bons techniciens en plus en France. Puis le problème c'est que quand Aja, si on prend que son exemple, quand lui il part aussi avec ses équipes techniques, quoi. Ouais. Complètement. Donc voilà, peut-être effectivement une frilosité à aborder ce genre. Et puis peut-être que les producteurs préfèrent jouer la carte de la sécurité en misant sur des comédies avec des grosses têtes d'affiche. C'est ça. Ils ont des schémas de production bien précis. Et tu regardes même ceux qui font du genre comme Xavier Jans, alors lui qui est passé un peu aux États-Unis avec Kolskin, des trucs comme ça, mais qui revient. Il revient pourquoi? Pour faire de la comédie. Des mecs comme Yann Kounen qui ont commencé avec Doberman, même avec un court-métrage Vibro Boy, Doberman, puis derrière, je sais plus ce qu'il avait fait, Blueberry, tout ça. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Mon cousin. Alors moi, je trouve que Mon cousin, c'est une des meilleures comédies de l'année, donc c'est là que tu vois que les mecs, ils sont quand même talentueux. Mais on reste sur des schémas de production bien sur les rails, quoi, parce que c'est ça qui va marcher, c'est ça qui va attirer le public, quoi. Ben oui, mais alors le problème des films de genre, c'est que les comédies ça marche. Visiblement, les Français ils veulent ça. Mais sauf que des comédies qui marchent pas, il y en a plein aussi, quoi. Que t'as l'impression que le film de genre, il a pas le droit de se planter. Non, le CNC ne veut pas prendre de risques. Il sait que une fois sur deux, une comédie va fonctionner, va ramener de l'argent. Mais c'est ça. Alors que le film de genre, ça va être une fois sur 10 peut-être la rentabilité pour l'instant en tout cas. Ouais, et puis ils peuvent plus facilement en plus les vendre aux télé. TF1 va forcément plus facilement diffuser
ce genre de film un dimanche soir qu'un film de genre. Parce que les chaînes soutiennent aussi. Alors parmi les supports de financement, t'as le CNC principalement, mais qui reçoit soi-disant peu d'offres, donc forcément il en diffuse peu parce que dès la base en fait, avant qu'il y ait des projets qui soient amenés, faut que les projets soient écrits quoi. Et le problème, je sais plus qui est-ce qui disait ça. Je crois que c'était Mathieu Turi ou Romain Quirault. Alors Mathieu Turi qui a fait Hostile et prochainement Méandre qui va sortir le 26 mai. Et Romain Quirault, justement le réalisateur du Dernier Voyage. En fait, avant d'envoyer un film et de soumettre un film au CNC, il faut qu'il soit écrit et donc il y a une phase d'aide à l'écriture qui est elle aussi, l'aide à l'écriture normalement est financée par le CNC. Donc, mais il faut que ce soit des films qui soient reconnus. Donc, comment un film s'est reconnu ? Quand il cartonne dans les festivals à l'étranger et tout ça, ce qui est en train de se passer pour Méandre. Que les films de l'auteur soient reconnus, donc il faut que le mec il ait un petit peu la patte, il faut qu'il soit reconnu. Et donc quand il arrive et qu'il dit mais alors donc il présente ses nouveaux projets au CNC, le CNC il regarde, mais alors c'est dans quel festival vous avez été reconnu ? Non désolé, en fait les festivals qui vous reconnaissent sont pas dans notre grille, ils rentrent pas dans la liste qui éligible pour que vous ayez un financement pour votre prochain film. Donc c'est un peu comme en boîte de nuit quoi. Dire mais on prend que les habitués. Mais si tu viens pas une première fois, tu peux pas quoi. Et là si tu veux, il y a un truc comme ça où c'est un gros problème. Moi je trouve que le problème de l'écriture dans les films de genre, c'est la bête noire de chaque film. Et même sur des films de gros concepts avec des petits budgets, on sent vite. Alors le problème d'écriture, c'est quoi ? C'est que très vite en fait tu te trompes sur des problèmes de rythme quoi. Et le problème c'est que si à la base c'est pas aidé, forcément il y a peu de projets qui sont présentés, donc peu de projets financés et donc forcément peu de projets à aboutir quoi. Cercle vicieux. Et on est sur c'est le chien qui se mord la queue quoi. Et donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils se barrent à l'étranger quoi. Parce qu'à l'étranger on leur dit vous avez un super savoir-faire, vos films ont cartonné à l'étranger et puis après ils vont leur dire en fait c'est un compromis pour eux quoi. Mais ils visent plus sur les ventes internationales que sur le carton en France. Donc en France ça marche pas, donc il y a pas de financement français des institutions, mais par contre ils vont choper des financements de particuliers ou alors des chaînes comme Canal qui continuent encore un peu et OCS qui continuent un petit peu à soutenir, mais dernièrement on voit beaucoup de films de genre français qui tournent en deux langues en fait. C'est ça. Plus facile avant, ils tournent directement un peu en anglais. Pour la vente à l'étranger justement. Dans Revenge ou dans Méandre aussi, qui se passe aux États-Unis au départ. Ouais. Mais d'ailleurs je sais pas si ça te fait ça parce que on a vu Méandre. Si ça t'a fait ça, mais alors au début donc ça se passe en anglais. Tout va bien, tu vois. Et puis je sais pas si tu as senti la rupture quand ça parle en français. D'un coup, j'ai senti qu'il y a, c'est pas que c'était plus le même film, mais c'était plus la même ambiance. S'impose, plutôt que la dynamique américaine qu'on voit dans les films de genre américain. Ouais, c'est ça. Il y a un ton français qui s'impose avec la morale française. Oui. Où il souligne sa métaphore. Et ça parle en français, à ce moment-là. Ouais. C'est un peu curieux. Enfin, en plus, elle se parle elle-même en français. Donc en général, les héros, les héros qui se parlent à eux-mêmes, c'est plutôt une habitude tu vois, la Bruce Willis, John McClane, il se parle lui-même, Indiana Jones, il se parle lui-même. C'est plus des héros américains. On a plus l'habitude d'avoir un héros qui se parle lui-même en anglais que. C'est très comics, en fait, ça aussi. Les héros expliquent ce qu'il est en train de faire. Ouais, voilà, ouais. Dans la culture US et chez nous, ça fait un peu bizarre. Ouais, ça correspond aussi à des styles de narration, quoi. C'est des économies aussi de narration, quoi. Et à côté de ça, qui est-ce qui se fera financer ces films ? C'est des gens qui ont la carte depuis toujours. Claire Denis avec High Life. Qui est-ce qu'il y a eu d'autres ? Bonello aussi, je crois pour Zombie Child. Mais alors, Les Misérables de la Gilly. Alors ça, on va espérer que ça fasse bouger un petit peu les lignes. Il s'était fait refuser son financement parce que trop violent. Résultat, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a raflé tout et ça, c'est une bonne. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait les mecs ? On peut pas compter sur les autres. On va faire mais vraiment le film qu'on veut. Ça n'a rien à nous imposer du tout. Par contre, on va le faire avec nos propres moyens, avec la sueur. On va se mettre, en danger. Et c'est ça en fait, c'est la mise en danger en fait des conditions de tournage et des auteurs qui font qu'aussi on arrive à avoir des bons films. Quand t'as des moyens qui t'arrivent dessus et que t'es sur un rail,
Et voilà. Très personnel. Et c'est pas comme ça qu'on fait des films cultes, ou en tout cas des films qui font sortir des lignes, quoi. Et bah après, ce qui semble dire, c'est qu'il y a quand même une nouvelle génération de producteurs qui arrivent et bah, qui ont nos âges, en fait, qui ont été biberonnés au film des années 80-90 et qui, eux, quand même, ont un affectif assez fort sur les films de genre. Et apparemment, donc, les producteurs, tendraient plus de perches sur des nouveaux projets, quoi. Mais bon, ils peu aboutissent, quoi. Là, on voit d'ici. Nos âges, du coup, pour préciser, on a la quarantaine. 60. Ouais. Non, mais c'est voilà, on est biberonné aux années 90. J'ai laissé faire la déduction à nos chers auditeurs. Donc, Grave qui est considéré comme un succès avec 150 000 entrées. Seulement, à une époque, c'était 1 million d'entrées pour voilà. dire un film, il faut une suite, c'est bien, voilà. ça a marché. Ouais. Parce qu'il atterrissait sur ses pieds financièrement directement. Ouais. Que là, maintenant, on regarde juste le nombre de gens qui sont vraiment allés le voir en salle et ça suffit, même si financièrement, ça compense pas, en fait. Et ce qui est révélateur, c'est qu'on va dire, c'est un bon résultat pour un film de genre. C'est ça. Voilà. Genre, voilà. Parce que voilà, une comédie qui fait 150, Ouais. Voilà, donc ça démontre le nivellement, voilà, qui est quand même plutôt par le bas, quoi. Ouais. Et alors que à côté de ça, bah, je reprends le modèle des États-Unis, mais tu regardes la Blumhouse, on en a parlé, je sais plus je crois que c'était dans notre première émission, où là là on est sur un modèle industriel, quoi. C'est low concept, high concept, low budget et ça tourne, quoi. Ils ont plein enfin c'est une écurie en fait d'auteurs qu'ils ont, quoi. Et enfin, le low budget chez eux, c'est 20 millions, 40 millions, quoi. Bah ouais, mais bon, là où la plupart des productions elles tournent à 70, tu vois. Ça en France, c'est réel pour faire bah des oui. films de genre. On aurait, je pense, des beaux films. Bah c'est ça. Et Valérian, lui, ça avait dû coûter, je sais plus combien, mais ça a dû coûter 30 ou tiens, bonne question, quoi, mais ouais. Ah non, il est monté pas loin des 200 millions, lui, je pense. Ah oui. 280 millions. D'euros. Yes. De budget. Yes. Ah ouais. Ah oui. Bah, ça fait mal. Tout ça pour ça. D'où le crack. Du truc, quoi. Donc voilà, c'est ça. Donc tout ça pour dire que c'est long. Les lignes elles mettent du temps à bouger, mais après bon bah il y a une reconnaissance. Je pensais à ça aussi en parlant de Grave. Il y a une reconnaissance aussi du savoir-faire féminin. Tu vois, on parlait de Coralie Farja avec Revenge. Alors ouais, super. Que vous avez vu. Bon bah tu vois, et de comment Julia Ducournau avec Grave. Peut-être que ça peut aussi redynamiser, apporter un peu de sang neuf aussi sur la manière d'entrevoir des histoires, quoi. Bon, en tout cas, tout reste à faire. En tout cas, ces deux films-là, faits par des femmes, ne sont pas du tout formatés, justement, dans le film de genre. On voit, peut-être qu'on en parlera, qu'il y a des films de genre qui sortent en France quand même, mais qui sont dans les rails, justement. Et là, du coup, ils font un peu, sur ces deux films-là, un peu ce qu'elles veulent. Et les films sont aboutis, en fait, dans leur vision de base, quoi. Alors que, si on cite Hostile ou quoi, je trouve qu'il y a un côté un petit peu convenu, quand même, quelque part, où on n'est pas trop dérouté. Alors que Grave, bah, ça reste sage. C'est des... Ils nous amènent où ils veulent. Ouais. C'est ça, c'est des films qui restent sages et prévisibles, quoi. On s'attend au twist, bon voilà, tu l'as. Après, le jeu consiste à savoir quel sera le twist. Et sur des films comme Hostile, on est en mesure quand même de deviner, méandre aussi un petit peu, quoi. Oui. Ouais. Il y a un film qui va quand même. Enfin, en tout cas, son enjeu à elle, on sait que dès le début, en fait, il s'est annoncé, il n'y a même pas de twist, en fait. Ouais. Oui. Un film qui peut-être fera bouger les lignes, en tout cas c'est à souhaiter, c'est on n'a pas encore trop évoqué ce genre-là, mais on y viendra tout à l'heure. C'est Le Chant du Loup, qui est un film de genre en soi, puisqu'un film de sous-marin, avec un gros casting, un budget plutôt confortable et un bon box-office. Ouais. Donc faut souhaiter que ce film-là puisse générer derrière encourager des prises d'initiative, sachant que c'était un premier film en plus. Si je dis pas de bêtises, d'Antonin Baudry. Il y avait un enjeu autour de ce film-là pour voir justement si ce type de film pouvait à nouveau fonctionner, puisque on a eu des exemples qu'on a cités tout à l'heure au début des années 2000 de films de genre qui ont fonctionné avec un budget important. Donc là, ça a été le cas sur ce film-là. Donc souhaitons que ça ouvre des portes à l'avenir. Bah après, il y a aussi une partie marketing aussi, quoi. Et c'est un film qui avait quand même été bien vendu, ne serait-ce que par rapport à ses acteurs. Mais on était sur du huis clos. Alors moi, je l'ai pas vu, mais
Mais on restait sur le huis clos avec des hommes enfermés volontairement mais qui avait bien marché. C'est mais un film qui fonctionne bien. Voilà, c'est ça. Mais le succès, en fait, alors on parle de succès, de qualité. Le film, là, il a rencontré les deux, mais justement, je crois que c'était Jason Blum, le mec de la Blumhouse, qui disait un succès, c'est 50% de qualité, 50% de marketing. Et c'est sûr que si tu fais un film d'excellente qualité, mais que t'en parles pas, bah forcément, voilà. Et c'est alors ça va peut-être nous servir de transition pour parler du dernier voyage, justement, qui va apparaître dans les salles à partir du mercredi 19 mai, à partir de la réouverture. Il y a 2 têtes d'affiche dans le dernier voyage, le premier film de Romain Quiro, qui sont Jean Reno et Hugo Becker. Ah ouais, je le mettais pas dedans. Moi, je mettais Catherine. Ah, oui. Un truc, tu vois, malgré ça, il y a 2 têtes d'affiche, et malgré ça, tu vois, ils n'ont pas eu de financement. Donc, alors que c'est clairement des outils marketing aussi pour dire, regardez quoi. C'est ce qui marque dans la bande-annonce. Je trouve que la bande-annonce est très bien foutue, justement au niveau marketing. Tiens, excuse-moi, je te coupe la parole. Tu sais quoi ? Je nous mets la bande-annonce et on en parle tout de suite après. Tu sais pourquoi les illusions sont dangereuses ? Ce sont des ombres qu'on ne peut pas attraper. 7 jours, 168 heures, c'est le temps qui nous reste avant la fin du monde, les cocos. C'est normal d'avoir peur. Mais je sais que tu en es capable. Paul, tu dois terminer la mission. Bon, voilà, un film qui donne envie. Ouais. Qui est-ce qui veut prendre la parole sur ce film ? Je veux bien me lancer. Allez. Donc, Le Dernier Voyage. Donc, c'est un premier long métrage d'un jeune réalisateur qui s'appelle Romain Quiro. Il est adapté de son propre court métrage, Le Dernier Voyage de l'énigmatique Paul W.R. Ouais. C'est son titre complet. Ouais. Un film un court-métrage qui est sorti en 2014, donc qui raconte peu ou prou la même histoire. Donc c'était déjà avec Hugo Becker qui est la tête d'affiche du long-métrage. Hugo Becker, alors on l'a surtout vu dans des séries télé. Son visage est pas forcément connu des cinéphiles, mais il a joué dans une excellente série qui s'appelle Au service de la France, que je vous recommande. Ok. Dans un peu l'univers OSS. D'ailleurs, c'est pas un hasard puisque le mec qui est derrière, c'est François Alain, qui est le dialoguiste, scénariste des OSS. D'accord. Et qui était chez les Guignols aussi. Donc voilà, Hugo Becker, Au service de la France, Osmosis également, une série de science-fiction dans laquelle il apparaissait déjà. Donc faut croire qu'il est peut-être sensible à cette thématique-là. Ouais. On retrouve donc également au casting Jean Reno et puis Philippe Catherine également, on l'a nommé. Bon, c'est plus des apparitions pour Catherine qu'autre chose. Alors on a eu la chance de découvrir ce film en avant-première tous les 3. Alors on en a retiré du positif, du négatif. On va commencer par le positif. On a été séduit par la direction artistique du film, que ce soit en termes d'ambiance, d'univers, d'atmosphère, qu'au niveau de ses effets spéciaux. Plutôt pour ma part séduit par les interprétations. J'ai aussi beaucoup aimé la bande son du film, qui est l'œuvre d'Étienne Forget. Alors je sais pas s'il a un lien de parenté avec Guy Forget, mais en tout cas il nous a fait une belle bande son, Étienne. Là où j'étais un peu moins emballé, c'est sur la partie scénario, où je trouve qu'il y a beaucoup de pistes qui sont survolées mais pas forcément bien exploitées. Les enjeux dramatiques, on a du mal à les percevoir. Il y a un manque de rythme, je trouve également, et puis une surabondance de flashbacks, qui nuisent, je trouve, à
à l'avancée du film. Mais malgré ces quelques points négatifs, je trouve quand même que ça reste un film à découvrir, et surtout sur grand écran, puisque encore une fois, on a vraiment un beau travail qui a été réalisé globalement sur les ambiances du film. Alors, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais Est-ce qu'on pourrait juste pitcher le film? On peut rappeler, hein, donc la Terre, c'est devenu un désert de sable, l'homme a surexploité ses ressources, et au même moment, alors ça nous est dit dans une scène d'introduction narrée par un enfant, d'ailleurs un enfant on ne reverra jamais, on ne se reconnaîtra pas l'identité, bref, bon. En tout cas, là, voilà, il y a une voix off qui nous dit qu'une lune rouge apparaît au même moment que l'homme a surexploité ses ressources, les ressources de la planète. Et le Lumina, donc le Lumina, c'est produit donc par cette Terre rouge qui est une nouvelle énergie et qui va se retrouver exploitée par les hommes jusqu'au jour où, je crois que c'est ce qu'il dit, hein, comme prise de colère, elle change de trajectoire et fonce sur la Terre. Donc le dernier espoir de l'humanité, c'est un homme, un élu, donc c'est ce fameux Paul W.R., une sorte d'élu astronaute malheureusement disparu des radars. C'est ça, hein, sans trop. C'est ça. Donc on est sur du post-apo, road movie, voyage initiatique. Il y a petite trame, politico-écolo. C'est assez sage, hein, sur le discours politique. Hein. Ouais. Mais effectivement, comme tu dis, c'est spectaculaire. Il y a pas mal d'ambition au niveau visuel, quoi. Ça emprunte beaucoup des films SF populaires des années 80-90, que ce soit Mad Max, Blade Runner. Moi, ça m'a fait penser à Armageddon aussi, avec le coup de la planète. Voilà, chacun peut y trouver ce qu'il veut. En tout cas, je pense que l'intention du réalisateur, ça a été de s'amuser avec tous ces codes-là, de les remettre un petit peu, et puis de faire un... c'est vrai que chaque c'est un petit budget, hein, mais chaque euro, Mirana va nous dire tout à l'heure quand on lui posera la question, mais on sent que ça reste une petite production où chaque euro se voit, quoi. Sur l'esthétique, on retrouve pas mal de choses. Moi, je suis d'accord avec toi, Sylvain, par rapport, par contre, au rythme. Et tu parlais des flashbacks. Donc ça, en fait, on revoit les flashbacks de l'enfance. Ouais. Et ça. Dans le Grand Bleu de Besson, d'ailleurs. On retrouvait un petit peu ça déjà. Avec l'iconisation de l'enfant où on voit qu'il. Les cheveux en blond, les voitures qui volent, du 5e élément. C'est certainement pas un hasard quand on sait en plus que la production du film, donc Apache Film, c'est une ex de l'écurie Europacor. Ouais. Mais ça, je pense que c'est parce que c'est un rapport à l'enfance aussi très intime, et il parle de ça, en fait. Il parle de la mémoire de l'enfance, et donc il iconise vachement, en fait, ces séquences en noir et blanc là. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a un moment, il est sur la plage, il court au ralenti. Il y a une grosse iconisation. Presque. Il y a une grosse iconisation de l'enfance. Après, le souci, c'est que c'est des flashbacks qui arrivent de manière trop récurrente, trop mécanique, et ça rend un petit peu la narration un peu scolaire, quoi. Moi, il y a d'autres. Moi, le gros défaut du film, c'est on aurait dû commencer par les défauts et finir par les qualités. Mais c'est des récits, en fait, qui empruntent beaucoup aux mythologies, hein. C'est ce qui aussi, en tout cas les films à la base, hein, que ce soit excusez-moi, Mad Max. Blade Runner. Mais le cinéma de Miller, de George Miller. La soupe aux choux. C'est des films qui empruntent beaucoup à la mythologie et tout ça, et c'est ce qui en donne l'universalisme, quoi. Et lui, il utilise des archétypes qui sont issus de l'inconscient collectif. Là, par exemple, la jeune acolyte du héros, elle a une fonction de guide entre un petit peu, on retrouve un peu demi-lune, mais bon, c'est le guide qui va accompagner le héros dans sa quête d'acceptation et tout ça. On retrouve aussi le mythe d'Abel et Caïn. Donc là, on est plus sur un mythe religieux, mais c'est ça, hein, c'est le fils idéal au détriment du grand frère sacrifié. Donc en fait, le grand frère, lui, par manque de reconnaissance envers ce qu'on pourrait considérer comme être Dieu, c'est Jean Reno, quoi. Jean Reno, c'est le papa, en fait, de ces deux frangins là.
comment voilà le grand frère souffre du manque de reconnaissance de son père, hein, c'est ça. Donc voilà, donc on retrouve ça. On retrouve aussi le retour du fils prodigue, c'est exactement ça. Hein, c'est le père accueille un des rejetons et puis il délaisse l'autre. Donc voilà, il y a toute cette mythologie là et qui donc trop de thématiques en fait, trop de thématiques mythologiques, mais trop de thématiques autres thématiques comme le deuil, le rapport père-frère, la rencontre avec soi-même, l'écologie, les problèmes voilà, tout ça, ça donne en fait un problème d'attachement parce qu'en fait, tout est touché du bout des doigts, mais rien n'est abouti. Et je vais peut-être préciser quelque chose. En fait, la plupart de ces films, qu'on parle de Star Wars, Seigneur des Anneaux, Matrix, Harry Potter, plein de films de Disney, Roi Lion, Aladdin et tout ça, en fait, c'est des trames narratives qui sont issues du monomythe de Joseph Campbell. C'est ce dont on parlait hors antenne. Et en fait, Joseph Campbell, en fait, lui, c'est un mec qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le héros aux 1000 visages. C'est un spécialiste des mythologies comparées. En fait, il a récupéré toutes les mythologies qui datent d'avant l'Antiquité, donc il y a plus de 3000 ans avant notre ère, et il les a comparées et il en a tiré un récit commun, en fait, un monomythe, il en vient à dire qu'en fait, on raconte toujours les mêmes histoires. C'est juste qu'on les raconte différemment, quoi. Et donc le monomythe, en fait, ça parle du voyage du héros avec présentation de l'élu, refus de la quête, acceptation. Donc il y va. Après, il va rencontrer un guide qui va l'emmener. Voilà. Donc il y a tout plein d'étapes. Et donc il va acquérir de nouveaux super pouvoirs qui vont lui permettre de s'affranchir et tout ça de sa condition. Il va passer par d'autres étapes après qui vont être celles du retour du héros dans sa communauté, justement, avec l'acquisition de ces nouveaux super pouvoirs qui font de lui vraiment sa fonction d'élu. Tout ça, c'est des voilà. Et c'est des choses qu'on a à l'esprit. Et le problème, en fait, du dernier voyage, c'est que lui, il va aborder le monomythe, mais que sur l'aspect acceptation de la quête. En fait, voilà, son road movie, c'est sa rencontre avec soi-même qui va lui dire à la fin, voilà, faut que j'aille. Donc, on est sur finalement une plage de récits très courts, mais dans laquelle lui il veut tout mettre, quoi. Il veut parler du deuil, il veut parler de la famille, il veut parler de la rapport au père, il veut parler du frère, du fratricide et tout ça. Et du coup, mec, non, attends, canalise. Qu'est-ce que tu veux dire, quoi? On est sur un film high concept. Eh ben, tu vas aborder, je sais pas, on parlait de l'isolement, oxygène. Voilà, t'as une piste, tu l'as fait, tu fais ça à fond. Tu vas, mais là, je sais pas si c'est conscient ou pas, en tout cas, il y a un problème d'écriture. Le film est pas assez long, soit le film est pas assez long, soit le film est pas assez écrit, soit il a manqué de moyens et d'aide à l'écriture, quoi. Ou alors de moyens aussi financiers pour pouvoir restituer à l'image ce qu'il voulait dire. Ouais. Mais bon. Après, moi, je pense qu'il y a peut-être un public aussi qui va apprécier ces pistes-là, alors qu'elles sont pas spécialement bien amorcées, bien fouillées, mais ça va leur suffire juste d'en parler. Et je pense qu'il y a un public. C'est vrai que c'est pas ce qui est vendu dans la bande-annonce où tout ce qu'on voit dans la bande-annonce, par contre, on le voit en grand et c'est sublime pendant le film, hein, tout ce côté aventure, science-fiction. Et en plus, il y a tous ces petits rajouts qu'on trouve dans le film et qui prennent un peu le dessus de temps en temps sur le rapport père-fils ou les frangins. Et moi, je me dis qu'il y a peut-être des gens à qui, parce que notre avis est peut-être pas non plus celui de tout le monde, il y a peut-être des gens où justement ça va leur parler à eux. Mais peut-être pas le public de niche de genre, justement. Un public peut-être plus large, plus random, qui lui attend autre chose que des coups de poing, et des courses de voiture et des choses comme ça dans un film de SF, et qui va attendre justement qu'on lui parle un peu des problèmes, qu'on évoque les problèmes qu'ils ont eux dans leur quotidien. En fratrie ou avec leurs parents ou je sais pas quoi. Donc du coup, c'est vrai qu'il évoque de façon très légère. Très clin d'œil, comme il fait référence à d'autres films mais de manière plus visuelle, quoi, tu vois. Mais du coup, c'est des thématiques qui sont utilisées de manière clin d'œil. Ouais, voilà. Mais je vois ce que tu veux dire. VHS de Shining. Parce qu'elle a un père maltraitant. Ah, j'ai même pas fait gaffe à ce détail-là. Cette VHS de Shining. Ah, excellent. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la dimension du père, il va pas au bout non plus. Là, c'est plutôt un clin d'œil cinéphile, ça va pas parler justement au public random, mais je pense que le film, c'est aussi un film tout public. C'est-à-dire que justement, par exemple, le père de la gamine, là, qui a l'air dur, et c'est pour ça qu'elle veut s'en aller avec Paul, d'ailleurs, ils jouent très bien tous, hein, ça c'est très bien. Son père,
il a pas poussé. On voit qu'il aurait voulu parce qu'il met Shining comme référence quand même. Donc quelque part, il aurait pu aller dans cette direction-là. Ouais. Mais il veut faire un film tout public. Donc je sais pas si moi je peux lui reprocher. Oui, moi parce que ça m'a moins touché, ça m'a pas touché parce que j'aime bien me prendre des grosses claques émotionnelles au cinéma. Mais je pense qu'il y a un public, il va apprécier, il va dire ah oui ça va, et puis il va être quand même réconforté. On va pas trop lui en mettre plein la vue émotionnellement. Il va sortir de là, il sera pas traumatisé comme un peu qui sont des expériences. Là, c'est un film qui se consomme, un film popcorn, quoi. Et il y a des gens que ça va pas déranger, qu'on survole des thématiques qui demanderaient d'être approfondies. Oui, complètement. Non, mais c'est vrai que pour les, peut-être que c'est ça, hein, le public cible, ce serait des enfants qui voudraient, enfin un jeune public, pas forcément des enfants, pardon, mais qui s'initierait justement à la science-fiction en France et qui perturbé, pour donner des petites pistes qui les touchent quand même, sans approfondir. Ouais, non, puis nous faut surtout pas tirer sur l'ambulance enfin moi c'est vrai, malgré cette réserve au niveau de l'écriture, c'est un film que de toute façon qu'on peut pas on peut pas tirer dessus. Il y a une intention esthétique qui est top. On n'en voit pas tous les ans des films comme ça. Bah non, c'est ça. Et ça reste un premier film. C'est un film qui s'est fait dans le combat, qui s'est fait avec les tripes aussi, qui est très personnel. Il y a plein de choses. Parfois ça se voit un peu. Mais parfois on voit la bidouille, mais ça passe super bien, quoi. Chapeau quand même sur tout ce travail-là. Donc oui, c'est peut-être un peu fatigué pour placer tout son univers. Bah ouais, à la rigueur c'est ça. C'est limite trop ambitieux. Enfin trop ambitieux. Tu peux faire plusieurs films ou alors presque une trilogie, quoi, tu vois. Mais par contre il y a une thématique et il me semble que c'est celle qui lui tient plus à cœur, c'est celle de l'enfance, en fait, l'intimité de l'enfance, la mélancolie et tout ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas pour rien que le film s'introduit sur une voix off. Mais il y a ça aussi, parce que oui, non, j'allais spoiler, donc je ne dirai rien, mais il y a quand même un rapport à l'enfance qui est que ce soit dans la mémoire ou sur ce qu'on retient de notre enfance. De quelle manière ce qu'on retient de notre enfance peut nous aider à résoudre aussi certains dilemmes existentiels qu'on peut avoir même à l'âge adulte, quoi. C'est en ça qu'il s'adresse aussi aux jeunes adultes. On pourrait presque se dire que c'est un film qu'il a plus ou moins fantasmé quand il était ado. Ouais. Ah bah oui, non, c'est un objet de fantasme, mais il y a du doudou, quoi, là-dedans, c'est sûr. Et peut-être que ça va être l'heure de notre petite conférence avec Mirana. Sylvain, qu'est-ce que t'en penses ? Mais oui, j'en pense que du bien, donc... Alors, donc on va essayer d'adapter notre technique. Alors, on s'excuse par avance parce que le son risque de changer, parce que on va se faire une conférence. Alors, attendez, hop, je clique. À toi, Sylvain. Bonjour Mirana, donc on est ravis de t'accueillir pour cette troisième émission de On n'est pas des Lumières, le podcast cinéphile lancé par François, Arnaud et moi-même du cinéma Tianoc. Donc, pour te présenter rapidement, donc, tu es directrice de la programmation de Tandem Film. Tandem tout court même, on s'appelle. Tandem tout court, pardon. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la jeunesse de la création de ce tout jeune distributeur et notamment de ses débuts qui ont été pour le moins mouvementés du fait du Covid? Bien sûr, alors Tandem, on s'est lancé officiellement en septembre 2020, entre les deux fermetures de salles. Et ça fait quand même, on rassure tout le monde, on avait quand même pensé créer cette structure bien avant l'idée du Covid, mais le temps de se lancer, de créer un catalogue aussi, voilà. Oui, bien sûr. Et l'idéal aurait été de se lancer pour Cannes 2020, mais bon, Cannes n'a pas eu lieu. Et cette structure, elle est surtout portée par Mathieu Robinet, qui était directeur général de Backfilm, qui est une société qui existe depuis fort longtemps, qui était même avant le préalable projet d'un certain Jean Labadie. Il a repris tout ça après, donc il a piloté. Lui, il vient plus à la base des ventes internationales, puis il s'est intéressé à tout secteur et d'autant plus à la distribution. Et voilà, et on a eu le désir de travailler ensemble. Il y a un autre associé qui s'appelle Corentin, qui lui ne vient pas forcément du cinéma, mais qui avait une envie de cinéma depuis très longtemps. D'accord. Voilà. Et pour plus précisément caractériser tout ça, parce que ces distributions, toi tu le sais par cœur, Sylvain, il y en a plein. Il y a quand même, je pense, plus d'une trentaine sur le marché. Donc pourquoi en rajouter, à vrai dire
Voilà, c'était un peu l'objet de ma prochaine question, c'était de savoir quelle était un peu la ligne éditoriale que vous défendiez et le créneau sur lequel vous souhaitiez un petit peu vous installer, quoi. En fait, oui, voilà, c'est que avec Mathieu, quand on s'est rencontrés, ce qui nous a, sur quoi on a matché, c'est vraiment dans l'idée de se dire qu'il y a certes beaucoup de sociétés de distribution, mais on a un sentiment que les films se ressemblent ou surtout sont très normés et que nous, on avait un petit peu envie de montrer autre chose. Au-delà de montrer autre chose, c'est de les montrer autrement aussi. Et nous, notre particularité, c'est qu'on se positionne pour le moment, certainement ça va évoluer, surtout si on suit nos auteurs, sur les premières réalisations. D'accord. Et des réalisations qui se veulent un peu nouvelles aussi. L'idée n'est pas de faire quelque chose. Il y a des très bons films, tout est, voilà, mais aussi se dire qu'on montre un peu des nouveaux territoires, des nouveaux visages, des nouveaux mondes. Donc voilà, c'est ça un peu qui nous séduit dans les films de notre catalogue, quoi. D'accord. Justement, tu parles des films de catalogue. Quel est votre line-up sur le semestre qui vient? Et par rapport à cette situation, comment est-ce que vous arrivez à positionner vos dates de sortie compte tenu de l'embouteillage dont on entend énormément parler? Or là, notre première sortie, elle est demain. Donc, ça y est, on se lance. Tandem distribue enfin des films. Ouais. C'est assez unique parce que notre première sortie, toi-même, tu sais, s'appelle Le Dernier Voyage. Donc, ne sois pas prémonitoire. Ouais, c'est sûr. On le voit plutôt comme un premier, mais bon, les premiers sont les derniers, certains le chantent. Et en fait, on va un peu quand même se positionner sur une sortie par mois. D'accord. Parce que le 16 juin, on va sortir un film qui s'appelle Sound of Metal, que je pense dont tu as pu parler. Génial. Qui a remporté 2 Oscars quand même lors de la dernière édition, et notamment un Oscar sur le son. Oui. Et c'est bien de faire une petite parenthèse sur ce film, dans le sens où c'est un film qui, à la base, devait être distribué sur Amazon. Absolument. Mathieu Robinet l'avait découvert pendant le festival de Deauville. Il a eu vraiment un crush sur le film, mais surtout pour lui, et je pense que pour beaucoup, et c'est pour ça qu'on se sent très défendu, c'est un film qui doit exister en salle parce qu'il y a vraiment un travail exceptionnel. L'histoire étant Riz Ahmed qui interprète un jeune batteur de musique hard rock et qui perd l'audition. Donc, tout au long du film, 2 heures durant, on vit cette expérience de perte auditive avec lui. Ça aussi entre le monde des entendants et des non-entendants. Et du coup, c'est vraiment une expérience assez unique. Et même si on est bien équipé à la maison, voilà, je pense que quand même le cinéma est vraiment le lieu idéal pour découvrir le film. Ah oui, c'est sûr. Nous, on a eu un vrai coup de cœur dans l'équipe pour ce film. On en parle d'ailleurs dans notre émission précédente consacrée aux Oscars. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez pu récupérer les droits de ce film qui se destinait pour Amazon Prime, c'est ça, je crois? Oui, en fait, c'était Sony qui était distributeur international. Et puis, Mathieu a contacté Sony France. C'était pas forcément un film sur lequel il se positionnait. Donc, d'accord. On a dealé avec eux sur le titre comme ça. D'accord. Ça se fait de plus en plus. En effet, les studios, parce qu'ils se retrouvent avec quand même pas mal de films, font des contrats de sous-distribution avec des distributeurs un peu plus indés. D'accord. En tout cas, c'est une belle démarche parce qu'on a quand même plutôt l'habitude de voir la tendance inverse des films qui devaient être destinés à la salle et qui sont balancés sur des plateformes. Donc, c'est quand même à souligner. Là, je pense et puis Sony nous a fortement soutenu aussi sur cette sortie-là. Je pense que là, il y avait aussi le Covid qui faisait que par rapport à leur line-up, intégrer ça, c'était peut-être un peu trop. Il n'y avait pas vraiment de visibilité, mais ils nous soutiennent beaucoup sur la sortie, donc ça, on l'apprécie fortement. D'accord. Au contraire, on va plutôt les remercier. Et puis, voilà, ça, c'est notre film de juin. Puis, on va avoir un petit film en juillet qui est un documentaire qui s'appelle Chasseurs de truffes, qui est un documentaire qui est dans la session Cannes 2020. D'accord. C'est vraiment c'est assez improbable. Le titre évoque vraiment, on suit des vieux chasseurs de truffes qui lient une amitié, voire un amour avec leurs chiens et on les voit découvrir tout ça. Mais c'est une très belle métaphore aussi du monde actuel parce qu'eux, ils sont vraiment dans l'artisanat. Ils vivent dans des fermes italiennes encore en terre battue. Et à côté de ça, il y a une espèce de distributeur derrière qui rachètent à prix médiocre pour après les revendre aux grands restaurants. C'est une belle image du monde actuel. Oui, d'accord. Mais bon, une belle image, je ne sais pas, non, mais une métaphore, mais avec une belle image, par contre, du film, on a vraiment l'impression de voir des clichés de photographes
assez unique. Et voilà. Et après, on a Louloute d'Ubervielle sur la Normandie et le monde agricole le 18 août. On a un autre film en septembre qui s'appelle Une femme du monde avec Laure Calamy qu'on retrouve après son excursion dans les Cévennes. Là, on est dans le monde de la prostitution. Oui. On fait une petite trêve en octobre pour reprendre avec un film en décembre qui s'appelle Un monde de Laura Vandel sur le harcèlement scolaire. Voilà. Ouais. On aura une petite expérience à Cannes. Voilà. Ouais, que j'ai eu la chance de découvrir du coup à Nantes grâce à vous. Effectivement, c'est un film poignant, hein, très fort. Ouais. Et À la vie, un documentaire sur Chantal Birman qui est sage-femme militante. Ça c'est en décembre. Et enfin, notre film encore. En fait, on date un peu tous les mois jusqu'à le printemps prochain, quoi. Mais d'accord. Ouais, parce que vous avez une dizaine de films, c'est ça à peu près dans le catalogue? Normalement, on devait plutôt se positionner sur 8 films à l'année, mais le Covid, les 6 mois de Covid ont fait qu'on se retrouve quand même avec pas mal de titres. Un stock de films important. On devrait en fait sortir un film tous les mois. Ouais. D'accord. Bon, pour en revenir alors au dernier voyage, qui sort donc demain, qu'on diffusera au Kianoc d'ailleurs demain dès la sortie nationale. Alors le film donc est d'ailleurs présenté par Allociné comme le film événement de la réouverture des salles. Voilà. On croise les doigts. Donc c'est un film de science-fiction français. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce film qui est adapté d'un court-métrage, c'est ça, de Romain Quiro? Exactement. En effet, Romain avait fait ce court-métrage il y a quelques temps et il avait déjà suscité l'intérêt parce que tout bonnement, avec des moyens moindres, c'est pas les moyens, on va dire, de Besson & Co, il avait réussi à créer vraiment une imagerie de science-fiction réelle. Et toi, tu l'as vu. Oui. Et en effet, c'est assez stupéfiant ce qu'il a réussi à faire avec si peu de moyens. Il a réussi à développer son long. Je pense que ça a quand même été une épreuve réelle pour la production de collecter les fonds. Ils ont réussi. Ils ont cherché un distributeur et en fait, nous, ça a matché dans le sens où c'est une première réalisation, un univers, la science-fiction ou le genre, tout bonnement en France, c'est quand même pas là où malheureusement on se diversifie beaucoup. Et ça, ce film-là nous a fortement intéressés. Et surtout qu'on a beaucoup aimé le film quand on s'est dit, purée, là, il y a de la science-fiction, il y a de l'image, il y a vraiment une imagerie, un monde qui s'est recréé. Des acteurs qui sont au rendez-vous. On a beaucoup aimé l'univers du film, effectivement, et séduit vraiment par sa qualité, tant en termes de décorum que d'effets spéciaux. Enfin, voilà, vraiment... pas rougir, quoi. Certes, il est loin des budgets de production d'un Mad Max, mais je trouve que quand même, il n'a pas à rougir face à ses homologues américains. C'est certain. Et quels sont les arguments qui vous ont incité à le sortir dans un contexte qui est quand même assez contraignant, puisque pour rappel, on va ouvrir avec une jauge à 35%, un couvre-feu à 19h. Du coup, un couvre-feu à 21h, pardon. Qu'est-ce qui vous a incité du coup à le sortir à cette date-ci? En fait, on faisait justement, on égrenait notre catalogue et on datait nos films. Et puis, au début, on était plus sur il faut se positionner avant l'arrivée des Américains, parce qu'ils vont arriver en nombre quand même. Ça fait quand même plus de gens qui n'ont pas sorti de film. Et puis, je pense que quand ils vont arriver, on va bien les voir. Et on s'était dit initialement, on sortirait plutôt vers la fin juin, avant que tous les Américains n'arrivent. Et puis, en fait, tout d'un coup, on s'est dit, mais en fait, cette période-là est très chargée parce que c'est à partir du 9 juin. Oui. Le couvre-feu passe à 23h. Du coup, c'est créé un embouteillage. Et on s'est dit, oulala, je pense que nous, notre film de science-fiction français, ça risque pas d'être un premier choix. Oui. Et en fait, là, on a vu quand même que pas mal d'Américains se dataient. Et on s'est dit, mais en fait, il faut aller là où les Américains ne sont pas. Et là où ils n'étaient pas, c'était à la réouverture parce que la jauge de 35%, ils ne peuvent pas se la permettre. Bien sûr, absolument. D'accord. On a passé des petits appels, personne ne nous conseille, mais du moins les orientations étaient plutôt, en effet, à partir de mi-juin, ça va être la guerre. Donc on était là, peut-être qu'on va essayer d'aller sur une toute petite guerre pour commencer, avec nos petites armes, et puis on verra après comment on est costaud, mais le film, ça lui a permis finalement là d'avoir une existence sur quasiment 200 copies. Finalement, on m'avait annoncé qu'en juin, ça ne sera pas la même chose. D'accord. Ah oui, 200 copies, donc c'est quand même un beau plan de sortie, ouais.
c'est un très beau plan de sortie qu'on a dégainé en 10 jours et on est très content parce que aussi notre argument, donc au-delà d'avoir la place, c'est l'existence, mais notre plus bel argument et le plus vrai, je pense surtout, c'était, on a vu les films annoncés à la reprise. En fait, c'était quand même majoritairement les films de fermeture qui étaient là en octobre. Donc, on s'est dit, bon, quand même, ça fait 6 mois qu'on a fermé. Ça fait 6 mois que les cinémas et le monde de l'industrie, est quand même assez... on l'entend sur le fait qu'on souffre de tout ça. Donc, pour nous, on estimait que le 19 mai, la réouverture, ça devait être aussi une fête. Mais en fait, une fête pour tous. Et même si la qualité des films de la reprise est indéniable, ADN, Adieu les cons, Drunk, ce sont des super films que j'ai adorés et tout, il s'adressait quand même à une population qui était plus ou moins cinéphile et similaire. Ouais. Et nous, notre film de science-fiction, il est quand même ciblé plus jeune. On se disait, mais en fait, pour les jeunes, il y a Mandibule, mais ça ne fait pas beaucoup de choix non plus. Donc, on s'était dit, là, il y a quand même une offre. Et je pense que c'est important. On a aussi signifié aux salles qu'à la réouverture, la grille, elle va être quand même surveillée. Puis c'est surtout un message qui est adressé aux spectateurs. C'est, regardez, dans mon cinéma, il y en a pour tout le monde, quoi. On ne vous a pas oublié. Absolument. Et ça, je pense que c'était vraiment quelque chose de très important. Et finalement, je pense que si on a été autant suivis, c'était aussi de ce côté-là, via cette position-là du pensons à tout le monde, quoi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, donc, tu le disais tout à l'heure, donc ce dernier voyage, ça va être le premier film que vous allez distribuer. Donc, on espère effectivement que ce sera le premier voyage d'une longue liste. C'est un pari qui est quand même assez osé, puisque la science-fiction, notamment la science-fiction en France, c'est un genre qui est relativement peu exploité par le cinéma français, car c'est des types de films qui nécessitent, comme on le sait, souvent des budgets relativement importants. Est-ce que tu peux nous dire quel est le budget du film et quel est l'objectif d'entrée en salle ? Le budget, je pense que clairement en production, je pense qu'il a collecté moins de 3 millions quand même, donc c'est quand même assez extraordinaire. Ah oui. Voilà. Et nous, notre objectif, en vrai, je pense que ça serait une certaine... Quand je vois, en fait, tout bonnement, on a un peu comparé par rapport aux films de genre, parce qu'à la science-fiction, il y en a tellement peu, mais les films de genre qui ont fonctionné, je pense à un film comme Grave, par exemple. Forcément, oui. Grave, c'était 80 000 entrées, 155 000. 150 000 entrées, ouais. Ouais, bon, je devrais me souvenir, je l'ai sorti. Donc, l'idéal serait... 3,5 millions. Pardon ? Il avait coûté 3,5 millions et il avait fait 150 000 entrées et c'est considéré comme un succès, quoi. Voilà, donc on peut se dire qu'on est dans cet équilibre-là, finalement. D'accord, ouais. De ce même équilibre, quoi. Donc, d'accord. Donc, on verra. Après, aussi, finalement, j'ai l'impression qu'au 19 mai, demain, toi, tu peux nous le dire, Sylvain, j'ai l'impression qu'il y a de l'envie, quoi, de la gourmandise aussi de la part des spectateurs d'être en salle. Donc, oui, je te le confirme, oui. Si le marché, on va dire le marché de juin, alors on est déjà le marché de mai peut être quand même assez fort. Là, j'ai l'impression qu'il sera d'autant plus fort sur l'envie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi en s'étant positionné-là C'est sûr. Il y a un réel appétit. Nous, on le voit déjà au niveau des préventes que, ne serait-ce que sur la journée de demain, les gens ont faim de cinéma. Donc, en vrai, même si on est sur 100 000 entrées, ce serait déjà quelque chose dans l'idée du genre. Même déjà, on n'aurait pas à rougir, quoi. Ce sera déjà un beau chiffre. On veut déjà faire plus, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Et est-ce que vous avez prévu de distribuer d'autres films de genre français ou est-ce que c'est une exception un petit peu dans votre... Non, c'est pas une exception. On se positionne là sur des scénarios de genre, donc on ne peut pas forcément en dire plus, mais non. D'accord. Le genre, c'est quand même quelque chose qui plaît beaucoup à Mathieu, qui travaillait chez BAC avant, et ils ont quand même des titres dans... Voilà, donc ouais, non, on a plutôt envie de continuer. Puis c'est très intéressant à travailler. Après, là où il faut être bon, c'est juste savoir parler au public. Malheureusement, là, on n'est pas sur une communication large, mais ciblée et réfléchie. Et c'est assez passionnant, quoi. Et moi, quand j'avais travaillé Grave, c'est aussi très intéressant dans ce sens-là. Et puis surtout, on parle aux jeunes, quoi. Et je pense que c'est là aussi que va se créer le renouvellement des spectateurs en salle. Donc, et la cinéphilie. On a vraiment l'impression
de jouer quelque chose d'assez important en distribuant ces films-là. Complètement. Et on peut être très, très vite récompensé. Bah oui, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Voilà, on souhaite le meilleur pour ce dernier voyage et pour la suite des films tandem. Voilà, donc écoute, merci beaucoup Mirana. Et merci puis, à vous, c'est ce que vous faites. Écoute, je te remercie. Et puis, voilà, je te dis à très vite pour la suite. Tu peux me souhaiter merde, hein, ça va. Voilà, écoute, je te dis merde. Et puis, bon courage dans cette dernière ligne droite. J'imagine que les journées sont bien remplies en ce moment. Oui, mais c'est pour la bonne cause. Et merci pour ton soutien. Et j'espère que les spectateurs vont apprécier ton audace de programmation. On l'espère. Merci beaucoup, Mirana. Merci, Mirana. Salut. À bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. Bon, écoutez, merci à Mirana. C'était sympa. En tout cas, on souhaite tout plein de courage à ce nouveau distributeur. Ouais. Plein de courage. Je suis sûr que Sylvain, tu as envie de parler de Philippe Naon. Effectivement, on en a parlé rapidement. Un petit hommage à Philippe Naon, décédé il y a un peu plus d'1 an. Ouais. Voilà, RIP. Ouais. On l'a quand même vu dans un certain nombre de films qu'on a évoqués. Irréversible, Calvaire, Haute Tension, Le Pacte des loups, Les Rivières pourpres, Seul contre tous, Carne, une vraie gueule. Enfin, voilà, il a tourné avec les plus grands. Voilà, c'était un incontournable. Alors, fun fact, si vous recherchez sa filmo sur Allociné, alors vous verrez à travers les personnages qu'il a interprétés que c'était pas le genre d'acteur à jouer dans des comédies romantiques. Il a incarné 2 fois un boucher, 2 fois un tueur. Oui, puis il est crédité comme le boucher, le tueur, le dompteur de. C'était juste une fonction. Non, mais c'est vrai que c'était une figure incontournable, une grande perte. Ouais, grande tristesse. Aussi dans Kaamelott, Goustan le Cruel. Voilà. Voilà, pour les jeunes auditeurs, ça vous donne une idée du personnage. Alors je sais pas si tu avais fini, Sylvain. Si, c'est bon. Est-ce que tu avais des petites recos, toi, Arnaud? Moi, dans le film de genre, on n'a pas trop évoqué les films des années 90 où il y en avait quelques-uns. Ouais, oui. Moi, le truc majeur pour moi, c'est Jeune et Caro, quoi. Des Katzan, justement, avec du Boucher. Et puis La Cité des Enfants Perdus. Qui sont quand même des marques, même à l'international, en fait. Donc, oui, complètement. On a montré en France, justement, le savoir-faire au début des années 90. À la fin des années 90, c'est Christophe Gans, qui avait quand même commencé par Crying Freeman. Super, mais une des meilleures adaptations manga qui existe, quoi. Qu'on a vu et qui était vraiment sublime, super beau. Entre les deux, moi j'ai un film que j'aime beaucoup, si vous l'avez pas vu, je vous invite à découvrir, c'est Baxter. Avec un chien qui parle et qui témoigne. Point de vue du chien. Qui est élevé par un facho et puis voilà, qui est très bon. Il y avait un film aussi que j'avais bien aimé d'Alain Robach qui s'appelait Baby Blood. Donc voilà, le titre, si vous le traduisez en français, ça veut dire un peu, ça explique un peu le scénario. D'accord. Et puis sinon, il y a des films de Bilal, Bunker Place, Hotel, des films comme ça que j'aimais bien. Donc regardez un petit peu ce qui se faisait aussi dans les années 90, parce qu'on ne l'a pas évoqué. Et il y avait quand même des films qui se battaient pour exister, et certains qui ont quand même marqué la production française. Voilà. Ouais. Impulsé, même avec Besson, il avait fait Le Dernier Combat. En 83, et puis après il avait enchaîné sur Subway et tout ça qui restait c'est très particulier, mais ça proposait quand même un univers quelque chose, quoi. Eh ben écoute, merci Arnaud. Moi je vais finir avec une note qui est pas forcément qui va pas forcément plaire à tout le monde, mais ça reste quand même 3 films importants pour moi. Enfin, c'est une trilogie d'un certain monsieur Roman P, dont je ne citerai pas le nom. Non, de Roman Polanski, en fait, avec sa trilogie de l'appartement, donc avec Répulsion, qui est en 65, Rosemary Baby, et donc ça c'était en 68, et Le Locataire en 76. En fait, c'est une trilogie de l'appartement, quoi. C'est ce qu'ils considèrent comme ça, trilogie de l'appartement. D'ailleurs, des films qui ont été pensés les uns avec les autres. Donc c'est, enfin voilà, c'est des 3 films qui ont pour socle commun l'enfermement, la folie, les appartes évidemment. Et les appartes en fait sont les théâtres de 3 variations du fameux doublet psychotique, la paranoïa et la schizophrénie, quoi. Et donc en fait c'est des films qu'il faut revoir aujourd'hui, tant ils n'ont rien perdu de leur efficacité, notamment au niveau de la mise en scène, où il déforme beaucoup les perceptions, il élargit les cadres, la déformation, et en fait c'est un endroit clos et prédéfini.
chaque appartement, c'est un endroit clos et prédéfini. Mais les distances, en fait, vont progressivement s'allonger ou rétrécir, en fait, au fur et à mesure que eux-mêmes, les personnages, deviennent fous, quoi. Donc, il y a vraiment une confusion entre le lieu et le personnage. Et là où, dans la plupart des huis clos, on a affaire à des contaminations, en fait, qu'elles soient toxiques, humaines ou sataniques. Enfin, souvent, on s'enferme pour justement fuir ça. Là, la contamination, donc là où la plupart du temps la contamination vient de l'extérieur, en fait ici elle est propre aux personnes, elle est interne aux personnes. C'est la folie, en fait, elle est contaminée par la folie, et propre au lieu dans lequel les personnes sont abritées. Et, ou alors des personnes qui aussi vivent dans l'appartement, donc viennent alors le lieu et le collectif de l'appartement est nocif. Et donc voilà, on a plein de distorsions. C'est des allégories de l'enfer où voilà, chacun en fait il trouvera sa descente. Et l'appart, en fait, voilà, c'est une projection mentale à chaque fois des personnages. Moi, j'aime beaucoup Répulsion. Mais mon préféré, ça reste quand même le locataire, où il réussit en fait à exprimer tout ce que je dis, tous ces motifs-là, en fait, il les met en avant sans jamais faire apparaître d'éléments fantastiques, en fait. Dans Répulsion, il y a les bras à la fin là qui sortent des murs. Dans Rosemary Baby, évidemment, quoi, elle enfante le diable. Et dans le locataire, en fait, c'est juste de la mise en scène qui suggère. On est dans l'insolite vraiment, quoi. Et mais il n'y a pas de motif fantastique. Et curieusement, c'est, je trouve, le plus flippant des trois, quoi. Donc à voir ou à revoir, ça dépend. Mais ça fait toujours le même effet, quoi. D'accord. Ouais. Eh bien, écoutez, si personne n'a rien d'autre à rajouter, J'ai plein de trucs à rajouter, mais non, je déconne. On va dépasser le temps. Ouais, bon, c'est vrai que là, ça va commencer à durer, mais on peut se dire à bientôt. Ouais. On peut vous remercier, auditeurs, d'avoir écouté cette émission. Il y aura une thématique sur la prochaine émission. Ouais, mais on va la garder sous code secret défense encore, quoi. Je serais peut-être invité, du coup. Bah écoute, si tu reçois le mail. Ouais, non, mais il y a pas de problème. Et t'as la carte maintenant, hein. Oui, c'est vrai que t'as la carte, tu viens quand tu veux. Ouais. Merci Arnaud. Merci à vous, les gars. Merci Arnaud, merci François. Merci Sylvain. Et puis, on se dit à très vite. Quel les bouseux.